les catchalités, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est un plaisir de vous accueillir aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Raw du 3 août 2020 que je commence. Et donc je commence donc avec Baron Saxton, Tom Phillips et Samoa Joe qui nous souhaitent la bienvenue à Monday Night Raw. Et on voit qu'on a des petites coupures d'électricité pendant l'annonce des commentateurs et durant l'entrée d'Apollo Crews, car on commence direct sur les chapeaux de roue par le match pour le titre des États-Unis, celui qui sera couronné le véritable champion des États-Unis entre Apollo Crews et MVP. Et juste avant le match, on a MVP qui prend le micro, qui dit tout simplement qu'il est le véritable champion des États-Unis et que Apollo Crews ne s'est même pas présenté à Extreme et que ce dernier sort une excuse sur la Full Nelson de Bobby Lashley. Et donc MVP conseille Apollo Crews de se faire décompter à l'extérieur pour donner le titre à MVP et repartir à la cafétéria en compagnie de Cedric Alexander ou de Ricochet. Et donc le match commence et comme on pouvait s'y attendre, on a Apollo Crews qui se débarrasse du Hurt Business parce que comme vous savez, MVP a formé un clan avec Bobby Lashley et le champion 24/7 Shelton Benjamin. Et donc à la fin du match, on voit MVP qui porte une German Suplex à Apollo Crews, mais Apollo Crews se relève aussitôt et porte son sit-out powerbomb, sa prise de finition pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et véritable champion des États-Unis, Apollo Crews. Et on voit que juste après, on a Bobby Lashley qui tente de porter sa Full Nelson sur Apollo Crews, mais Apollo Crews parvient à l'esquiver. Et là, on voit Apollo Crews qui célèbre avec les 2 titres des États-Unis. Et là, on se retrouve en coulisses où Charly Caruso est en interview avec Apollo Crews. Et donc, Apollo Crews dit tout simplement que Bobby Lashley a une force inimaginable. Et le fait de voir MVP s'autoproclamer champion des États-Unis alors que lui, Apollo Crews est véritable champion des États-Unis et qui est coincé chez lui, c'est tout simplement insupportable. Et il y avait même ses enfants à Apollo Crews qui lui disaient « Est-ce que tu es le vrai champion ?» en voyant MVP brandir la fausse ceinture. Et donc Apollo Crews dit que maintenant il est le véritable champion et que l'ancien titre des États-Unis, il va l'accrocher donc au mur de la chambre de ses enfants et que le nouveau titre payé par MVP, il va tout simplement le porter sur ses épaules. Et donc on revient ringside où MVP est tout simplement furieux d'avoir perdu ce titre. Il parle déjà donc des problèmes électriques qu'on a eu durant le début du show et qui dit que tout simplement Apollo Crews devrait avoir honte. Il ne s'est pas présenté à Extreme et que maintenant il lui vole son titre des États-Unis. Et il critique aussi Apollo Crews en disant qu'il ne connaît pas sa liste de priorités et il dit tout simplement que la femme ou les enfants d'Apollo Crews n'ont aucune importance pour ce dernier. Et donc MVP demande un rematch et on a Shelton Benjamin qui suggère une petite idée à MVP et MVP dit qu'il veut ce rematch, sa match revanche à SummerSlam. Donc MVP challenge donc Apollo Crews pour le titre des États-Unis à SummerSlam. Et donc là, on est toujours en coulisses avec nos championnes totales. Donc il y a championne de Raw, il y a championne de SmackDown et en même temps championne par équipe de la WWE, Bayley et Sasha Banks. Et donc elles se font interviewer ou voilà, est-ce qu'elles vont défendre leur titre lors de SummerSlam et elles disent que tout simplement elles en ont marre de ce jeu question-réponse et que ça se déroule plus du tout comme ça maintenant qu'elles sont au pouvoir. Et donc là on a une vidéo qui retrace grosso modo ce qui s'est passé lors des dernières semaines, que voilà maintenant Bayley et Sasha Banks touchent enfin l'or, elles sont championnes toutes divisions féminines confondues. Et on voit qu'à la fin de la vidéo, on a une coupure où on a Asuka qui est tout simplement furieuse, qui veut tout simplement se venger. Et donc Bayley et Sasha Banks sont furieuses de cette coupure parce qu'elles estiment que c'est un manque de respect. Et on a la reine de pique, Shayna Baszler, qui vient confronter Sasha Banks et Bayley. Donc Shayna Baszler dit que tout simplement qu'elle a un problème avec elle parce que le problème c'est qu'elle a attendu trop longtemps pour avoir son opportunité pour le titre de championne de Raw et qu'au final Sasha Banks lui a coupé l'herbe sur le pied. Et là elle décolle une énorme droite sur Sasha Banks et donc elle part aussitôt et on nous annonce que Sasha Banks affrontera Shayna Baszler un peu plus tard dans la soirée. Donc là on continue
toujours en coulisses, où on a Kevin Owens qui vient se servir quelque chose là-bas, et on a les Iconics qui viennent à la rencontre de Kevin Owens, car elles ont appris que Kevin Owens animera son Kevin Owens Show ce soir. Et donc, grosso modo, elles veulent se dire, ouais, on serait de bonnes invités, donc elles cherchent grosso modo à prendre une place en tant qu'invité spécial lors du Kevin Owens Show. Et donc Kevin Owens dit qu'il approuve, il adore l'Australie, mais qu'il y a un problème, il y a déjà ses invités. Et donc là, on passe directement ringside lors du Kevin Owens Show, où Kevin Owens nous rappelle qu'il va se passer de certaines choses ce soir, comme le retour de Shane McMahon. Donc il a son avis personnel là-dessus, mais il va pas en parler. Parce que pour information, Kevin Owens et Shane McMahon ont une rivalité plus ou moins à cette période et l'année dernière, ce qui a conduit un match entre les deux à SummerSlam, et que si Kevin Owens venait à perdre son match, il serait viré de la WWE. Et donc comme vous le savez, Kevin Owens a battu Shane McMahon et on n'a plus revu Shane McMahon depuis sa défaite face à Kevin Owens. Et donc au final, Kevin Owens nous informe qu'il y a, pour parler des problèmes qu'une amie a depuis quelques mois, et son amie n'est nulle autre que Ruby Riott. Et donc Kevin Owens nous rappelle donc la toute récente victoire de Ruby Riott face à Peyton Royce, qui a mis fin à sa série de défaites. Parce que pour information, Ruby Riott a dit elle n'avait plus gagné un seul match depuis le mois de février. Et donc au final, elle est super heureuse de cette victoire, mais elle aurait tellement aimé que Liv Morgan soit présente, ça aurait donné un meilleur goût à cette victoire. Et donc au final, Kevin Owens annonce à Ruby Riott que Liv Morgan est sa seconde invitée. Et donc on a Liv Morgan qui arrive dans le ring, et donc Kevin Owens conseille donc Liv Morgan à écouter Ruby Riott. Et donc Ruby Riott tout simplement se lâche en disant que voilà, ça lui a fait très mal d'entendre Liv Morgan dire à son retour qu'elle n'a plus besoin de Ruby Riott, de voir que Liv Morgan a battu Ruby Riott 2 fois, ça lui a fait énormément mal de voir que Riott Squad était tout simplement dissoute. Donc au final, elle se lâche, elle dit tout simplement que leur début était génial sous le Riott Squad, et qu'elle demande qu'une seule chose à Liv Morgan, c'est de reformer le Riott Squad et de faire en sorte que le Riott Squad devienne plus fort qu'avant. Et donc on a les Iconics qui arrivent, qui viennent tout simplement dire mais tout le monde s'en fout de vos problèmes, que Billie Kay en a marre de voir les messages que Ruby Riott poste sur les réseaux sociaux suite à sa victoire. Et donc au final, les Iconics disent tout simplement que voilà, elles ont dominé la division féminine et qu'elles ont dominé à WrestleMania, et que tout simplement elles seront toujours meilleures que Ruby Riott ou Liv Morgan. Et donc Liv Morgan confirme donc les propos, que les Iconics seront toujours meilleures qu'elles, mais elle précise qu'une chose, qu'elles savent démarrer une guerre mieux que quiconque. Et donc le message est clair, Kevin Owens dit que voilà, le message est clair, vous pouvez quitter le ring. Et donc les Iconics ne veulent pas, ils veulent un combat. Et donc on voit Kevin Owens qui est en train de parler avec le responsable du son dans le but de couper le micro des Iconics. Et là, Kevin Owens se prend une énorme tarte de Billie Kay et de Peyton Royce. Kevin Owens qui se retourne après en regardant Ruby Riott et Liv Morgan, et tout simplement il dit qu'il a besoin d'un coup de main. Et on voit qu'on a une bagarre qui démarre entre Liv Morgan, Ruby Riott et les Iconics, ce qui va mener à notre deuxième combat. Donc deuxième combat de la soirée, match tag team, les Iconics contre Ruby Riott et Liv Morgan. Donc le match a duré quelques minutes, et à noter qu'à un moment donné, on a Liv Morgan qui veut tenter le tombé final sur Peyton Royce, mais on voit que Billie Kay met un peu de temps à intervenir, mais au final Billie Kay parvient à se dégager au compte de 2. Et donc on voit que Billie Kay tire Peyton Royce pour pouvoir faire le tag, mais elle se fait surprendre par un roll-up pour le compte de 3. Donc gagnante de ce match, Liv Morgan et Ruby Riott. Mais on voit que juste après, Liv Morgan se fait attaquer par les Iconics, mais on a Ruby Riott qui vient sauver sa partenaire. Donc on peut supposer que maintenant le Riott Squad est de retour, bien que Sarah Logan ne soit plus présent, parce que pour information, Sarah Logan a été licenciée
par la WWE, donc elle faisait partie de cette grosse liste de licenciements et que via les réseaux sociaux, elle a tout simplement mis un terme à sa carrière de catcheuse. Et en plus, elle risque pas de revenir car elle avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle attend un heureux événement. En effet, elle attend un enfant. Et comme vous le savez, elle est mariée avec un des membres des Viking Raiders, Eric. Donc, on peut dire que tout simplement, on n'aura pas une réunion complète du Riot Squad. Mais le fait de voir Ruby Riot et Liv Morgan en équipe, ça peut être une bonne solution. Ça peut peut-être même mettre du piment dans la division par équipe féminin. Donc là, on part en coulisses où vraiment, voilà, on nous informe d'où provient la panne électrique qu'on a eu au début du show et on a MVP qui est furieux par rapport à cette panne, mais on lui annonce que Apollo Crews a accepté le défi de MVP. Donc c'est officiel, on aura MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis lors de SummerSlam. Et donc on a Shelton Benjamin qui arrive, qui dit tout simplement qu'on lui a volé le titre 24/7. Et donc au final, il le cherche partout, il ne sait pas qui a volé. Et donc il demande à MVP de l'aider pour chercher son titre. Et donc on passe ringside avec notre champion de la WWE, Drew McIntyre. Et donc Drew McIntyre nous raconte le fait que la semaine dernière, suite à son match face à Dolph Ziggler, il s'est pris un RKO venu de nulle part. Et donc il explique qu'il a appris de Wendy Orton et que maintenant il se fera plus avoir par ce dernier, il ne pourra plus lui porter un RKO. Et là on a Drew McIntyre qui nous raconte une histoire disant que deux personnes ont été vues par Vince McMahon et que ces deux personnes ont été présentées comme étant les futurs de la compagnie. Donc on sait que voilà, les deux personnes sont Randy Orton et Drew McIntyre. Et donc beaucoup de gens disaient que Drew McIntyre était fou, mais que son rêve était de quitter son pays et de devenir une superstar de la WWE. Et il explique que malheureusement, il a fait quelques erreurs, ce qui a poussé à son licenciement. Alors qu'il explique que voilà, Randy Orton n'a pas eu besoin de faire quelconque effort pour mériter sa place. Sa place était déjà au show grâce à son père. Donc pour information, le papa de Randy Orton est le Hall of Famer Cowboy Bob Orton. Et il dit que voilà, Drew McIntyre n'a jamais eu de passage en limousine avec Evolution, qui n'avait personne pour réparer ses erreurs. Alors que Randy Orton, ça a été le cas. Randy Orton a fait tellement d'erreurs qu'il aurait pu être viré plus de fois que Drew McIntyre. Et donc au final, on a Randy Orton qui arrive accompagné de Ric Flair qui vient couper Drew McIntyre en se disant que voilà, mon respect ne te suffit pas, que certes, il a fait des erreurs dans le passé où il aurait très bien pu être viré à des nombres incalculables de fois, mais qu'à la différence des deux, c'est que Randy Orton a apporté plus d'argent que Drew McIntyre. Et il explique que voilà, bien qu'il a gagné suffisamment d'argent pour prendre sa retraite, il reste à la WWE parce qu'il adore ça, il adore coller des RKO. Et donc il précise qu'à SummerSlam, il fera quelque chose d'encore plus beau, il prendra le titre de la WWE de Drew McIntyre grâce à un podkick. Et donc au final, on voit que Randy Orton commence à péter un boulon en disant oui, c'est bien ce que tu dis, mais ce sont les paroles d'Edge. Donc il donne une opportunité à Drew McIntyre de dire ce qu'il pense de Randy Orton, mais avec ses propres mots, pas avec les mots d'un autre catcheur. Et donc Drew McIntyre lui dit tout simplement que Randy Orton représente ce qu'il y a de pire à la WWE. Il a vu le documentaire de Undertaker, The Last Ride, où Undertaker précise que il n'hésitait pas à mettre des catcheurs en avant dans le but de les mettre au même niveau que ce dernier. Et donc il explique que voilà, Randy Orton n'a jamais fait ça, alors qu'il y a des catcheurs en backstage comme Kevin Owens, Ricochet ou encore Apollo Crews qui auraient besoin d'un coup de main d'un vétéran comme Randy Orton pour pouvoir être mis en avant. Et donc il explique que oui, non, Orton ne l'a jamais fait, alors que de grands catcheurs comme l'Undertaker, Shawn Michaels, Triple H ou encore son mentor Ric Flair ont su mettre d'autres catcheurs en avant et donc dehors céder la place. Et donc au final, Drew McIntyre explique tout simplement que Randy Orton n'est pas un leader, c'est un égoïste et qu'à SummerSlam, il va conserver le titre de la WWE et il va lui coller un Claymore Kick
qui verra venir. Donc là, franchement, je peux dire que j'adore cette rivalité. On est vraiment mis sur un niveau. Et là, la WWE, en mettant Drew McIntyre face à Randy Orton, push énormément Drew McIntyre. Il le met vraiment à un énorme niveau. Et franchement, je suis très curieux de voir ce match lors de SummerSlam. Donc là, on se retrouve en coulisses avec Kevin Owens qui parle donc avec Ruby Riott et Liv Morgan, et il est interrompu par le Nature Boy Ric Flair. Donc Ric Flair qui dit tout simplement qu'il adore ce que fait Kevin Owens, mais il lui conseille de plus s'occuper de ses problèmes personnels plutôt que s'occuper de ses amis. Et donc Kevin Owens nous rappelle le moment où il n'hésitait pas à utiliser ses amis pour obtenir des matchs de championnat et pour devenir au top. Mais que maintenant, il veut tout simplement aider ses amis. Mais Ric Flair lui conseille des fois d'oublier ses amis et de s'occuper de ses propres affaires pour pouvoir obtenir des matchs et par exemple être dans le main event de SummerSlam. Et donc au final, Kevin Owens dit à Ric Flair, tu peux dire à Randy Orton que je l'attends la semaine prochaine. Donc en gros, Kevin Owens challenge Randy Orton à un match la semaine prochaine lors de War. Donc là, on retourne ringside avec Nia Jax, avec l'un des agents de la WWE, Buck. Donc pour information, la semaine dernière, Shayna Baszler et Nia Jax se sont affrontés, mais le match est terminé avec un double décompte à l'extérieur et Nia Jax s'en est pris à un officiel de la WWE. Et donc on voit une confrontation entre les deux où Buck explique qu'il est venu dans le ring car on lui a dit que Nia Jax allait présenter ses excuses. Mais on voit que Nia Jax refuse de donner ses excuses avant de pouvoir proposer un combat. Et donc au final, l'officiel ne parle pas du tout et à un moment il commence à péter un câble et il dit tout simplement que Nia Jax est suspendue pour une durée indéterminée. Et en plus de cette suspension, elle n'aura aucun salaire. Donc je tiens à préciser bien sûr que c'est une storyline, ils vont pas couper et vivre comme ça à Nia Jax. Mais niveau storyline, Nia Jax est suspendue pour une durée indéterminée. Donc qu'est-ce qui va se produire pour la suite à propos de Nia Jax? Est-ce que sa suspension va durer tant que Nia Jax n'aura pas donné ses excuses à Buck, ou tout simplement ils vont devoir régler ça par exemple dans le ring? Je suis curieux de voir ça. Et donc là on voit R-Truth qui arrive, c'est lui le fameux voleur du titre 24/7 de Shelton Benjamin, et on voit que R-Truth est poursuivi par les ninjas d'Akira Tozawa. Et donc on arrive à un nouveau combat, un match triple menace pour le titre 24/7 opposant R-Truth à Akira Tozawa et le champion 24/7 Shelton Benjamin. Et on voit que durant le combat, on a les ninjas qui viennent donc aider Akira Tozawa. Donc je tiens à préciser que c'est un triple menace, donc il n'y a pas de disqualification. Mais on voit que les ninjas sont rapidement maîtrisés par Bobby Lashley et MVP. Mais au final, Shelton Benjamin s'est occupé des ninjas, ce qui a permis à Akira Tozawa de porter sa prise de finition sur R-Truth pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouveau champion 24/7, le leader des ninjas, Akira Tozawa. Donc là, on repasse en coulisses, on a Shane McMahon qui nous accueille dans sa loge. Parce que durant tout le show, on a eu donc un agent de sécurité qui gardait une porte et on entendait de la musique derrière, donc on s'attendait à une sorte de fête. Et donc Shane McMahon nous accueille pour le War Underground. Donc il nous présente grosso modo que des catcheurs s'affrontent dans un ring où il n'y a pas de cornes. On s'est vraiment présenté comme une sorte de, comment on peut dire ça, de combat illégaux à la WWE, d'où le nom War Underground. Et il nous précise que il va occuper toute la dernière heure de Monday Night Raw. Et donc on passe en coulisses où Dominic Mysterio est interviewé, où il explique que voilà, il ne veut pas rester bras croisés en voyant son père qui est devenu aveugle, donc il s'est pas gêné d'attaquer Seth Rollins, et il annonce officiellement qu'il challenge Seth Rollins à SummerSlam. Donc pour information, la dernière fois qu'on a vu Dominic à SummerSlam date d'il y a 15 ans. C'était à l'époque où Rey Mysterio était en rivalité avec Eddie Guerrero et le vainqueur obtenait la garde de Dominic. Et à l'époque, Dominic n'avait que 8 ans. Donc imaginez quand même le flashback qu'on s'est tapé. Dominic qui avait 8 ans à l'époque et que maintenant, 15 ans plus tard,
il propose son premier combat professionnel face à Seth Rollins lors de SummerSlam. Donc là, on passe au prochain combat de la soirée, comme j'avais annoncé au tout début, Shayna Baszler face à Sasha Banks. Et donc le match se termine par un no contest, car moi j'ai pas du tout compris, parce qu'on a vu Asuka qui attaque Bayley et l'arbitre décide tout simplement de sonner la cloche. Donc au début, moi je pensais à une disqualification, sauf que c'est pas du tout possible parce que c'est pas un match handicap, donc Bayley n'a rien à voir, donc Asuka est libre de la taper autant qu'elle veut, mais le match finit par une décision arbitrale. Donc on a eu 0 gagnant dans ce match. Et donc au final, Bayley et Sasha Banks parviennent à s'enfuir. Et donc on a une interview donc de Asuka juste après où elle dit que voilà, elle veut tout simplement se venger, elle veut un rematch. Car en effet, comme vous avez vu la semaine dernière, Bayley a attaqué donc Kairi Sane. Bien sûr, c'est une storyline, c'est pour permettre à Kairi Sane de quitter la fédération. Mais Asuka a dit tout simplement que voilà, Kairi Sane a été attaquée et maintenant qu'elle n'est plus à la WWE. Et donc juste après, on a Shayna Baszler qui arrive, qui dit tout simplement calme-toi, calme-toi, je viens pas me battre contre toi. Elle exprime tout simplement son opinion en disant qu'elle est du côté d'Asuka. Elle espère qu'une chose, c'est que Asuka va prendre le titre de Sasha Banks pour que Shayna Baszler puisse démembrer Asuka et devenir à son tour championne de Raw. Et donc on a Sasha Banks accompagnée de Bayley qui lui dit tout simplement qu'elle est prête à donner le match revanche à Asuka à SummerSlam, mais sous une condition. Sa condition, c'est qu'elle doit battre une ancienne championne de NXT, une membre du Force Woman. Elle fait donc cri de Charlotte et elle dit sa meilleure amie Bayley. Donc en gros, on aura un match la semaine prochaine, Asuka face à Bayley, et si Asuka bat Bayley, elle obtient son match revanche face à Sasha Banks lors de SummerSlam. Et franchement, j'ai aimé voir la tête de Bayley parce que on aurait dit qu'elle était pas au courant de la proposition de Sasha Banks, parce qu'en effet, elle dit mon ami Bayley et elle s'est retournée en disant quoi, attends, moi je suis pas d'accord, pourquoi c'est moi qui dois aller me combattre? Et pour moi, je dis c'est un peu le coup de l'arroseur arrosé, parce qu'en effet, il y a quelques semaines par exemple, Bayley utilisait ce même stratagème pour se protéger, elle a envoyé Sasha Banks au casse-pipe. Et bah là, c'est l'inverse. Sasha Banks envoie sa meilleure amie au casse-pipe et on voit que grosso modo, on commence à avoir des petites discordes entre Bayley et Sasha Banks parce qu'on voit vraiment que Sasha Banks commence à être heureuse, elle rigole avec un rire machiavélique. Mais Bayley, elle, c'est bah non, tu m'envoies au casse-pipe, tu crois vraiment que je vais être contente d'apprendre ça? Donc franchement, je suis assez content et j'espère qu'on va avoir enfin cette dissension entre Bayley et Sasha Banks lors de SummerSlam. Car on se retrouve ringside avec nos champions par équipe de Raw, les Street Profits. Comme ça a été annoncé, nous allons avoir 2 matchs simples. Donc on va avoir Angelo Dawkins face à Angel Garza et Andrade face à Montez Ford. Et donc on a nos champions par équipe qui disent que voilà, ils sont tout simplement une famille et que Zelina Vega a beau mettre 2 personnes en équipe, ça ne va pas leur donner les titres de champion. Mais on peut voir que Montez Ford commence à se sentir pas très bien, il commence à sentir donc son gobelet, donc on peut supposer que Montez Ford ne va pas très bien. Et ça se voit lors du match entre Angelo Dawkins et Angel Garza. Parce qu'en effet, Angelo Dawkins domine tout le combat et que Montez Ford est à l'extérieur et à un moment, il se tape un malaise au niveau des tables des commentateurs. Donc Angelo Dawkins est déconcentré, il va checker un petit peu son ami et il se prend un super kick enchaîné par un dropkick sur la tête pour le compte de 3. Donc vainqueur du premier match, Angel Garza. Et on enchaîne aussitôt avec le match Montez Ford et Andrade. Mais juste avant, on avait quand même Angelo Dawkins qui vient checker son ami. Mais Montez Ford commence à aller mieux. Mais malheureusement, durant le match, on voit que Montez Ford domine car il fait un SummerSlam plancha à l'extérieur sur Andrade et Angel Garza. Et il va sur la 3e corde comme il fait d'habitude, donc il fait un peu à la Ultimate Warrior. Et Montez Ford s'écroule. Donc l'arbitre met fin au match et désigne donc Andrade vainqueur par décision arbitrale. Mais on voit que Montez Ford ne se sent pas bien du tout, donc l'arbitre fait appel au docteur.
Et on voit qu'un peu plus tard, donc, on nous informe que Montez Ford a été empoisonné. Et donc, on voit Bianca Belair qui, tout simplement, accuse un des membres de l'équipe de Zelina Vega. Donc, je tiens à préciser, il y a 3 membres, donc c'est-à-dire Angel Garza, Andrade ou encore Zelina Vega. Mais Zelina Vega nie totalement, elle dit mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi on irait sacrifier notre opportunité pour un match de championnat pour quelque chose d'aussi débile? Et donc au final, on a une bagarre qui arrive entre Zelina Vega et Bianca Belair. Et donc on a tous les gars qui viennent séparer les 2 catcheuses. Donc on peut supposer que la semaine prochaine, on aura peut-être pourquoi pas un match à Raw entre Zelina Vega et Bianca Belair. Et donc juste après, on voit une vidéo des caméras de surveillance qui nous montrent l'origine de la panne électrique qui s'est survenue lors du début du show. Et on voit donc un groupe d'individus qui s'attaquent donc au générateur électrique du Performance Center. Donc on peut supposer que c'est un tout nouveau groupe qui démarre à Raw, mais on n'a aucune information sur qui sont ces gens et dans quel but ils ont fait ça. Donc on voit que MVP accompagné donc de Bobby Lashley et de Shelton Benjamin sont en costume et sont tout simplement mécontents de cette panne électrique, mais ils voient quand même une coïncidence, car en effet ils trouvent ça bizarre de voir qu'on a cette panne électrique et qu'en même temps on a les débuts de War Underground. Et donc au final ils ont décidé de rendre une petite visite à Shane McMahon et aussi au WWE War Underground. Et là, on termine au dernier segment de la soirée, Seth Rollins accompagné par Murphy. Et donc, avant de commencer par rapport à répondre au challenge de Dominic, Seth Rollins vient parler à Tom Phillips. Et donc, il dit que tout simplement que Tom Phillips n'est pas un journaliste juste, car la semaine dernière, au moment où Dominic est arrivé dans le dos de Seth Rollins et Murphy pour les frapper à coups de kendo sticks, Tom Phillips a pris la voix de Dominic, donc ça a donné plus de hype pour Dominic et vis-à-vis du public. Donc Seth Rollins accuse donc Tom Phillips de faire du favoritisme. Et donc au final, il demande à Murphy de s'occuper de Tom Phillips. Mais on a Samoa Joe qui est juste à côté, qui tout simplement fait barrage entre Murphy et Tom Phillips. Et donc tout simplement il lui dit vas-y viens, mais je viens te casser la tronche à Murphy. Mais au final Seth Rollins invite donc Samoa Joe à venir dans le ring pour en découdre, mais il dit que voilà, si tu viens dans le ring, je décline toute responsabilité sur ce qui va t'arriver. Donc on voit Samoa Joe qui s'apprête à venir dans le ring alors que Seth Rollins et Murphy sont armés, et on a Dominic qui arrive dans le dos de Seth Rollins et de Murphy et attaque ces derniers. Et on voit que Dominic gère très bien Seth Rollins et Murphy. D'abord, il éjecte Murphy à l'extérieur du ring et il porte un 619 sur Seth Rollins. Donc on voit Seth Rollins et Murphy qui sont à l'extérieur, Dominic qui monte sur la 3e corde et porte un crossbody sur Seth Rollins et Murphy. Et donc on voit Seth Rollins et Murphy qui prennent la fuite, et on a Seth Rollins qui répond au challenge de Dominic. Il accepte le challenge, donc c'est officiel. On aura un match entre Dominic Mysterio et Seth Rollins lors de SummerSlam. On va enfin avoir le premier match officiel de Dominic à la WWE. Et franchement, je suis heureux de voir ça, de voir enfin Dominic sur un ring de la WWE, sachant que ça faisait un bon moment que la WWE nous préparait ça. Et ça y est, on a enfin Dominic sur un ring, surtout à SummerSlam face à Seth Rollins. Donc là, on passe donc au War Underground. On voit par exemple Dolph Ziggler qui vient de remporter un combat, et on voit The Hurt Business, donc le clan de MVP, qui viennent prendre le contrôle de War Underground. Et donc on voit que MVP envoie un challenge à tout le monde où il propose aux gens de venir affronter le directeur de Hurt Business, Bobby Lashley. Et on voit que Bobby Lashley, Shelton Benjamin et MVP démontent tout, ils attaquent tous les catcheurs qui étaient présents au War Underground, et la chose se termine avec MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin qui prennent le contrôle de War Underground. Donc moi personnellement, je suis assez mitigé par rapport à ça. C'est certes un nouveau concept, c'est la première fois qu'on voit ça, mais personnellement je suis assez mitigé de voir ça parce que ça montre vraiment l'image en fait de combat
clandestin comme on peut voir dans les séries américaines. Donc je suis très curieux de voir ça, surtout le fait qu'on voit par exemple des catcheurs comme Dolph Ziggler qui vient combattre de manière presque quasiment dans un match de catch illégal, alors que voilà, on connaît tous Dolph Ziggler et on voit MVP qui vient avec tout son clan venir affronter donc les catcheurs de War Underground. Donc je suis curieux de voir ce que ça peut mener. Est-ce que MVP va venir diriger maintenant War Underground ou ça va être tout simplement une rivalité? Et je suis surtout curieux de savoir si les débuts du nouveau clan à la WWE et les débuts du War Underground ont une réelle coïncidence. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et bien sûr, soyez fiers d'être fan de catch. Et à la suite, au prochain numéro. C'était Jimbo. Ciao tout le monde.